Le 17 décembre 1916, assassinat de Raspoutine. Grigori Raspoutine est encore de nos jours un personnage ambigu et entouré de mystères. Il serait né le 9 janvier 1869 aux confins de la Sibérie. On n'est pas vraiment certain de la date car la plupart des archives de cette époque ont été détruites. Et attention, la Russie de cette époque utilise toujours le calendrier julien. Dans notre calendrier grégorien, ça correspond au 21 janvier. La légende veut que le 10 janvier 1869, un météore ait traversé le ciel au-dessus du village de Pokrovskoye. Ce phénomène annonçait, disait-on, la venue au monde d'un personnage exceptionnel. Enfant, le frère aîné de Raspoutine, Andrei, fait une chute dans les eaux glacées d'une rivière. Grigori se jette à l'eau pour le sauver. Ils seront tous les deux victimes d'une pneumonie et seul Grigori survivra. À l'âge de 16 ans, il est sujet à des expériences mystiques, à des apparitions de la Vierge et à la vision d'un ange lumineux dans la campagne. Il se plonge alors dans la lecture de la Bible. Pendant 15 ans, il alterne la vie de paysan au village avec des retraites et pèlerinages dans des monastères où il rencontre les starets pour suivre leur enseignement spirituel. Un staret, c'est un patriarche de l'église orthodoxe. Il effectue même un pèlerinage au mont Athos en Grèce et il parcourt les 3000 km de distance à pied. Raspoutine revient en Sibérie après 2 ans et vit de prédication, de charité et d'aumône. Il effectue encore de nombreux pèlerinages, particulièrement à Kazan et à Kiev, et les gens commencent à venir de toute la région pour écouter ses prêches. Le clergé orthodoxe s'inquiète de son succès, mais ne peut rien lui reprocher. Il entre en contact avec les multiples sectes qui fleurissent sur le terreau de la religion orthodoxe, notamment les clistes qui mêlent érotisme et religion. Son plus célèbre précepte devient alors « Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher ». Il prône les excès en tout genre. Il se rend à Saint-Pétersbourg, alors capitale de l'Empire russe. Là, il est présenté à la famille impériale et surtout à l'impératrice Alexandra Fedorovna, dont le fils, le tsarevitch Alexis, souffre d'hémophilie. Ce dernier a d'ailleurs fait une chute qui a provoqué un énorme hématome au genou. Raspoutine demande à être conduit au chevet du jeune malade. Il lui impose les mains, lui raconte plusieurs contes sibériens et parvient, semble-t-il, à enrayer la crise et à le soulager au bout de quelques jours. Selon certains, cela s'expliquerait par le simple fait que la médecine de l'époque ignore les propriétés de l'aspirine qui est donnée aux jeunes malades. Ce médicament est un anticoagulant, donc un facteur aggravant de l'hémophilie. Le simple fait de balayer de la table et de jeter les remèdes donnés aux malades, dont l'aspirine, ne peut qu'améliorer son état. Toujours est-il que la notoriété de Raspoutine grandit. Il prend très vite un ascendant considérable sur le couple impérial. Il fait la connaissance de nombreuses femmes riches. Raspoutine inquiète et fascine. Son regard perçant est difficile à soutenir pour ses admiratrices. Beaucoup cèdent à son charme hypnotique et le prennent pour amant et guérisseur. Raspoutine se produit souvent au palais impérial dans des séances d'exorcisme et de prière. Des récits de débauche, prétendus ou avérés, commencent alors à se multiplier et à faire scandale. La Première Guerre mondiale éclate et en 1915, le tsar décide de prendre le commandement de l'armée et s'installe sur le front, laissant la régence à son épouse et à son conseiller privé, Raspoutine. Ce dernier se fait alors de plus en plus d'ennemis. Les pires récits courent sur son comportement. Le prince Félix Yusupov, dont la mère a été écartée de la cour pour avoir demandé à la tsarine le renvoi de Raspoutine, et dont le père, gouverneur de Moscou, a été limogé pour avoir critiqué le régime, décide de se venger. Il invite Raspoutine à une soirée où sont présents d'autres complices. Selon le récit du prince, il tente d'empoisonner Raspoutine au cyanure. Mais le moine semble résister au poison. Yusupov tire alors une balle dans la poitrine du moine. Mais celui-ci se relève et tente d'étrangler le prince. Les conjurés tirent alors 2 autres balles sur Raspoutine qui s'écroule. Les assassins jettent alors le corps dans la Neva. On le retrouvera le 19 décembre. On dira que des traces d'eau ont été trouvées dans ses poumons, indiquant qu'il était toujours en vie lorsqu'il a été jeté à l'eau. Ce récit horrifique donne à Raspoutine une aura de diable. Mais il n'est certainement que pure invention pour permettre à Yusupov, qui avait perdu sa fortune après la révolution bolchevique, de mieux vendre ses mémoires, ainsi que pour faire penser au grand public que la difficulté de la mise à mort de Raspoutine est expliquée par sa force naturelle et non par l'amateurisme de ses assassins. En effet, le médecin qui avait fourni le poison avouera plus tard qu'il s'agissait d'une substance inoffensive. Le coup de feu de Yusupov n'a fait que blesser Raspoutine et les 2 autres ont plus été tirés dans la panique. Les 3 tirs provenant en effet de 3 revolvers différents. Il semble que ce soit l'agent britannique et ami de Yusupov, Oswald Rayner, qui ait tiré le coup fatal à la tête et non le prince lui-même comme il s'en est vanté. L'assassinat accompli, le prince Yusupov et ses complices sont incapables de garder le silence. L'impératrice réclame l'exécution immédiate du prince, mais les autorités pétersbourgeoises refusent d'arrêter les responsables d'un acte soutenu par la population. Le prince sera finalement condamné à l'exil. Dès 1917, l'image de Raspoutine est largement utilisée par la propagande bolchevique pour symboliser la déchéance morale de l'ancien régime. Elle a été reprise, déformée, amplifiée par la littérature dès 1917, puis à partir de 1928 par le cinéma et la télévision, qui en ont fait une exploitation à la limite du fantastique et de l'érotisme. Le personnage de Grigori Raspoutine et les mystères qui l'entourent n'ont cessé d'intriguer et continuent jusqu'à aujourd'hui à inspirer de nombreuses œuvres, le plus souvent fantaisistes.